Je m'appelle Nora Bennett. Il y a 4 mois, un léger bruit provenant du téléphone posé sur ma coiffeuse a changé ma vie. Un léger bip. Juste assez pour briser 15 ans de mariage, de confiance et tout ce que je croyais autrefois stable. Mon mari, Eric, était sous la douche. Je n'étais pas du genre à fouiller dans le téléphone de son mari. Mais ce jour-là, quelque chose m'a dit de ne pas lâcher prise. Un message est apparu. Boot a confirmé. 20h, vendredi. Elle va adorer le rouge. Non, envoyez son nom, mais je savais que ce n'était pas pour moi. Avez-vous déjà réalisé que vous n'étiez qu'une ombre dans votre propre vie? Partagez ce sentiment ci-dessous. J'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire. Parce que juste après ça, je vais vous raconter comment j'ai transformé leur dîner romantique en cauchemar auquel ils n'ont pas pu échapper. Je n'ai pas fait de scène. J'ai remis le téléphone exactement là où il était, j'ai éteint la lumière et je suis parti comme si je n'avais rien vu. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon cœur battait fort, non pas par rage, mais par instinct. L'étrange impression que ce message n'était que la partie émergée de l'iceberg qui dérivait sous la surface de ce mariage. Le lendemain matin, quand Eric m'a embrassé sur le front comme toujours et est sorti dans le costume gris que j'avais choisi pour nos 10 ans de mariage, je suis resté sur le seuil et je l'ai observé. Pour la première fois, je n'ai pas vu de partenaire. J'ai vu un inconnu jouer le rôle de mon mari. De manière si convaincante que je ne l'avais pas remarqué pendant toutes ces années. J'ai appelé pour dire que j'étais malade pendant 3 jours. Burn-out dès le début du semestre, ai-je dit. Mais en réalité, j'avais besoin de temps pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, suivre mon mari. Eric n'avait pas défini de mot de passe sur son ordinateur portable depuis des années. Peut-être pensait-il que je n'y toucherais jamais. Et pendant toutes ces années, il avait raison. Mais maintenant, tout était perdu. Dans ses emails, je trouvais des réservations de dîners jamais mentionnées, des billets d'avion pour New York en semaine. Il prétendait avoir des réunions du conseil d'administration et des relevés bancaires montrant d'étranges virements vers une agence immobilière dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai cherché le nom de l'entreprise et j'ai eu un pincement au cœur. Eric avait acheté un appartement de 2 chambres à Soho, enregistré auprès d'une société écran financée par notre fonds d'urgence, le même que je pensais qu'il épargnait pour notre retraite anticipée en Arizona. Et ce n'était pas tout. Dans un email supprimé, toujours dans sa corbeille, je retrouvais une série de photos, prises à l'intérieur de cet appartement, un canapé en cuir bordeaux, des compositions d'orchidées blanches, un éclairage jaune chaud projetant une douce lueur au plafond. Sur l'une d'elles, Eric tenait une jeune femme en robe rouge, souriante, la tête penchée affectueusement sur son épaule. Et lorsque je l'ai regardé pour contester ses dires, ses yeux brillaient intensément sur Mitch Floriano, son fils Diego et Mitch. J'ai remarqué le nom sur ses fesses, Brienne Eric Laurent. Ma poitrine s'est ouverte et a fondu. Et pour la première fois, j'ai eu envie de me libérer de toute fierté. J'avais vu ce visage tous les jours pendant 2 ans, lorsqu'elle était en dernière année et que j'étais sa conseillère en bourse. Je me souvenais du jour où elle était entrée dans mon bureau, les mains tremblantes, alors qu'elle déposait une demande de prolongation de ses aides aux frais de scolarité. Sa mère avait perdu son emploi. Son beau-père était gravement malade et elle jonglait avec 3 emplois à temps partiel. C'est moi qui ai proposé sa prolongation de bourse au conseil de la faculté. J'ai même recommandé Méline pour un stage au service des médias de l'université, où elle a rencontré beaucoup de monde, dont Eric, qui donnait occasionnellement des conférences pour les ateliers de droit des affaires. À l'époque, elle portait des lunettes, était terriblement maigre et coiffait ses cheveux en un simple chignon. Mais maintenant, sur cette photo, elle affichait un sourire confiant, une peau radieuse et des yeux qui fixaient mon mari sans dissimulation. Soudain, la maison autour de moi m'est apparue comme étrangère. La table à manger où Eric et moi avions un jour planifié les candidatures de notre neveu, le canapé où j'avais posé ma tête sur son épaule la nuit du décès de ma mère. Tout semblait désormais souillé par des mensonges. J'ai consulté les archives internes de l'université et examiné le parcours de Méline. Et puis, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. La nouvelle présidente de l'université, Lydia Stone, était la mère biologique de Méline. Personne à l'université ne le savait. Méline avait toujours utilisé le nom de famille de son beau-père, mais un courriel interne l'a révélé. Ma fille, Méline, est ravie de continuer à collaborer avec le programme de conférence des anciens élèves. Ma fille, je restais figé, non pas de colère cette fois, mais de trahison.
J'avais encadré la fille de mon président d'université, ouvert sa voie, lui avais fait confiance et, sans le savoir, confié mon mari à celle-là même qui m'avait autrefois considéré comme son inspiration. Je me suis soudain souvenu d'une récente réunion du conseil d'administration, lorsque la présidente Lydia est entrée et m'a souri chaleureusement en disant « Nora, c'est merveilleux que tu sois toujours aussi dévouée. Des étudiants comme Méline doivent clairement beaucoup à tes conseils. » Maintenant, je comprenais vraiment ce qu'elle voulait dire. Plus je regardais en arrière, plus je voyais comment tout avait été orchestré il y a longtemps, étape par étape. Et j'avais toujours cru que la gentillesse produirait de bonnes choses. Il s'avère que la gentillesse sans réserve est la chose la plus facile à contrefaire. Je pensais comprendre suffisamment bien la loi pour ne jamais me laisser tromper. J'enseigne la finance avancée à l'université. J'ai donné des conférences sur les fonds spéculatifs, l'analyse des risques et même les astuces des entrepreneurs véreux pour échapper au fisc ou dissimuler des actifs. Mais j'avais oublié une vérité essentielle, quand la personne qui vous trompe est quelqu'un avec qui vous partagez le lit depuis 15 ans, vous ne verrez les signaux d'alarme que lorsqu'il sera trop tard. Ce matin-là, alors que je préparais un cours, mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait « Thomas Keane, notre avocat financier familial de longue date, celui qui nous a aidés avec les formalités administratives pour le fonds de coentreprise il y a 3 ans. Nora, j'appelle juste pour confirmer si vous avez finalisé le deuxième formulaire de procuration. » Eric a dit. Vous l'avez signé au gala de charité de l'école, mais nous n'avons pas reçu la copie officielle. J'ai marqué une pause, essayant de calmer ma voix. Quel formulaire de procuration, Thomas? Il est resté silencieux un instant, peut-être surpris par ma question. Celui qui donne à Eric les pleins pouvoirs pour retirer, transférer et réinvestir des actifs du Bennett Gross Holdings Fund. En votre nom, c'est le formulaire 1052B qui s'est effondré sur ma chaise. Ce n'était pas vrai. Je l'ai signé au gala, ai-je répété en essayant d'avoir l'air désinvolte. Oui, a dit Eric, vous l'avez signé en remplissant la promesse de don pour le fonds de bourse. Les deux formulaires étaient attachés ensemble. Je me souvenais de ce soir-là. Un gala de charité universitaire. Eric détestait généralement ce genre de choses, mais ce soir-là, il a insisté pour que nous y allions. Je discutais avec le directeur du département lorsqu'il s'est approché et m'a dit, « Pouvez-vous signer ça, vite fait ?» Juste le formulaire de don. Je suis en pleine conversation avec le doyen Stone. J'ai signé, sans lire. Pour la première fois de ma vie, la femme qui disait toujours à ses étudiants de lire les petits caractères avait cédé le contrôle de plus de 2 millions de dollars sans même le savoir. J'ai raccroché, le téléphone toujours en main, mais ma paume était glacée. Ce n'était plus une simple trahison émotionnelle. C'était une manœuvre calculée pour m'exclure. Discrètement, sans me battre, en apposant ma propre signature, j'ai rouvert les dossiers des fonds d'investissement. Le nom en haut était toujours Nora Bennett, mais le contrôle de l'ensemble des retraits et réaffectations du portefeuille avait été transféré à Eric Bennett, mandataire financier autorisé. Et le pire, c'est qu'il avait déjà commencé à retirer de l'argent. De petits virements étaient envoyés à une société écran nouvellement créée, enregistrée sous le nom de Red South Capital et située à Soho. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre ce que cet argent finançait. Décorer un appartement de 2 chambres avec des canapés en cuir bordeaux, des orchidées blanches et de douces lumières dorées. J'ai téléchargé chaque relevé bancaire, chaque contrat, les sauvegardant tous. Mon cœur ne battait plus à cause de la douleur, mais de la froide clarté de quelqu'un qui réalisait qu'on l'avait prise pour la perdante d'un jeu qui n'avait même pas commencé. Ce soir-là, Eric rentra tard, comme d'habitude. Je préparais encore le dîner comme tous les autres jours. Des pâtes crémeuses aux champignons, ses préférés. Il s'assit, posant son téléphone face contre la table comme par réflexe. Dure journée, demandai-je en nous servant du vin à tous les deux. Épuisant, soupira-t-il. L'affaire de Houston s'avéra bien plus compliquée que prévu. J'ai souri faiblement. Une partie de moi avait envie de lui hurler au visage, Houston ou Soho, tribunal ou nid d'amour. Mais je ne dis rien, gardai les yeux fixés sur lui. La sécurité que je ressentais autrefois en sa présence avait disparu. Il ne restait plus qu'un homme doué pour la tromperie, même en silence. Oh, au fait, dit-il, comme s'il se souvenait soudain. L'école ne m'a-t-elle pas envoyé un message concernant la bourse? Tu l'as signé, n'est-ce pas? Il sourit, cachant le tremblement de mes mains. Oui, j'ai tout signé. Il parut satisfait, leva son verre de vin et le fit teinter doucement contre le mien.
C'est là que je compris que ce merci n'était pas pour le dîner. Ce n'était pas pour l'amour. C'était parce que je l'avais involontairement aidé à effectuer un transfert de fonds légal avec une signature que je n'aurais jamais dû donner. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà commencé à rassembler toutes les pièces du puzzle. Et une fois qu'elles seraient en place, je ne demanderais pas « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je demanderais « T'étais-tu préparé à ce qui arrivera quand je saurai tout ?» Je pensais que lorsqu'une femme découvre que son mari la trompe et la vole, elle briserait son verre de vin, hurlerait et le mettrait dehors. Mais quand cela m'est arrivé, ma première réaction a été le silence. Non pas par faiblesse, mais parce que j'avais clairement compris quelque chose. Pour quelqu'un comme Eric, la rage ne ferait que l'aider à monter une nouvelle pièce où je serais l'épouse instable et lui le mari blessé. Je ne le laisserai pas écrire ce scénario. Cette même nuit, après qu'Eric se soit endormi, j'ai sorti mon ordinateur portable personnel, celui que j'utilisais pour mes notes de cours et mes recherches universitaires, et j'ai envoyé un email à Marshall Levenson, l'avocat qui m'avait aidé à conclure ma première opération d'investissement en actions lorsque j'ai lancé une start-up avec quelques collègues professeurs. Nous ne nous étions pas parlé depuis 4 ans, mais Marshall n'a mis que 17 minutes à me répondre. Nora, appelle-moi demain matin à la première heure. Si c'est urgent, je peux te voir en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de Cambridge. Il pleuvait. J'avais apporté un épais dossier. Car mon cœur battait fort mais mes mains étaient fermes. Je n'étais plus l'épouse abandonnée avec un téléphone et un message. J'étais une femme prête à se battre avec leurs outils. La loi, l'épreuve, le silence. Marsha n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a feuilleté les documents, a hoché la tête et a dit 3 mots. C'est un idiot. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je veux ouvrir un compte financier sous une nouvelle entité juridique. Aucun lien avec des biens communs. Parfait. Je m'en occupe. Et j'ai besoin d'un enquêteur professionnel, pas du genre à se faire remarquer. Je connais quelqu'un. Il s'appelle Malcolm. Il travaillait avec une équipe d'avocats fédéraux de la défense. Pas d'enregistrement, pas de traces numériques. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai vécu comme 2 personnes distinctes. Un professeur apprécié qui enseignait la macroéconomie, déjeunait avec des collègues, rentrait cuisiner pour mon mari, déplaçait secrètement de l'argent à mon insu, et une femme retirait discrètement ses investissements personnels du compte de coentreprise pour les rediriger vers une nouvelle entité juridique nommée Alden Finch Consulting, enregistrée dans le Delaware, sans laisser de traces qui mèneraient à moi. Malcolm s'est déplacé comme un fantôme, il a tout trouvé, les images de la caméra de surveillance de l'entrée de l'appartement de Soho, les reçus de meubles achetés avec une carte supplémentaire qu'Eric avait délivrée à son associé marketing, et même des photos de Méline et Eric se tenant la main à la sortie d'un hôtel-boutique de Tribeca un mardi matin. Eric m'avait parlé d'une session d'essai d'une journée entière, mais ce qui m'a le plus choqué ne venait pas de Malcolm. Elle venait de moi. En fouillant dans les dossiers des anciens étudiants. Pour retracer le parcours de Méline, je suis retourné aux archives internes de l'université. Son nom apparaissait aux côtés de quelques codes disciplinaires scellés, accessibles uniquement avec une autorisation spéciale. J'ai demandé un accès temporaire grâce à mes qualifications de conseillère en bourse, un statut que je détenais encore depuis mon passage au conseil académique. Le dossier s'est ouvert. En 2012, Méline, alors âgée de seulement 17 ans, avait été temporairement suspendue pour implication dans une demande de bourse frauduleuse et un réseau de falsification de moyenne dirigé par son ex-petite amie. Mais comme elle était mineure, l'affaire avait été scellée après qu'elle eut terminé le programme de restauration de l'honneur de l'université. Au bas du dossier, j'ai vu la signature de l'accord de parrainage et de supervision académique, et c'était bien la mienne. Je me souvenais de tout. Je m'étais battu pour que Méline reste à l'université, j'avais convaincu le conseil que tout le monde faisait des erreurs dans sa jeunesse, que si nous ne donnions pas une seconde chance aux jeunes femmes, nous trahirions la génération que nous prétendions élever. Et voilà que la personne que j'avais défendue aidait mon mari à transférer des fonds de compte à mon nom vers un appartement privé, planifiant son avenir dans mon dos, usant de la confiance que je lui avais accordée. J'ai clos le dossier. Il n'y avait plus de douleur, un seul sentiment, la clarté. J'ai envoyé le dossier à Malcolm avec un court message. Je crois avoir trouvé sa faiblesse. Il a répondu par un simple emoji. Bon. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'en étais certaine. À partir de ce moment, je n'étais plus sur la défensive. J'avançais pas à pas vers eux, avec preuve à l'appui, avec précision. Sans bruit, sans avertissement, sans possibilité de m'excuser.
Durant toutes mes années d'enseignement, j'avais rencontré toutes sortes de personnes, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Graham Hollis. Ou si je l'avais rencontré, je ne l'avais pas reconnu sur le moment. Je l'ai rencontré lors d'une réunion privée sur les litiges patrimoniaux et les preuves, organisée par un groupe d'avocats de confiance que Marcia m'avait présenté. C'était une petite réunion de 8 personnes, principalement des victimes ou des parties prenantes dans des litiges financiers complexes, qui n'avaient pas encore suffisamment de preuves pour aller en justice. Je suis arrivé en avance. Je parcourais un dossier lorsqu'un homme grand et posé est entré, les manches retroussées, affichant la fatigue souvent observée chez les professionnels de la santé. Il a hoché la tête poliment mais d'un air distant. Je ne l'ai pas reconnu. Jusqu'à ce que nous nous asseyions en petit groupe et qu'il se présente. Graham Hollis. Je suis médecin, réside à St. Boston. Son nom m'a interpellé. Je l'avais déjà entendu. Je l'avais lu quelque part dans le dossier de Méline. Et puis je me suis souvenu, 5 ans plus tôt, d'une photo que Méline avait publiée sur les réseaux sociaux, un mariage intime sur la plage. L'homme sur la photo, c'était lui. À l'époque, je l'avais à peine regardé. Maintenant, il était assis juste en face de moi. À la pause café, je me suis approché de lui. « Êtes-vous le mari de Méline ?» J'ai demandé d'un ton neutre. Graham s'est retourné, un peu surpris. « Tu connais Méline ?» J'étais son conseiller de bourse quand elle était à l'université. Un bref silence s'est installé entre nous. Graham n'a pas parlé tout de suite, mais je l'ai lu dans ses yeux. Un mélange de malaise et de méfiance. Il essayait de comprendre pourquoi un inconnu évoquait sa femme et pourquoi son nom avait surgi lors d'une réunion sur les actifs manipulés. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je m'appelle Nora Bennett et mon mari a une liaison avec Méline. Graham n'a pas réagi comme je l'espérais. Ni surprise, ni déni. Il a soupiré. Un profond soupir, le genre de ceux qui semblent vider la poitrine d'un homme. Je sais, a-t-il dit, les yeux toujours plongés dans son café. Je le sais depuis l'année dernière, et j'ai choisi de rester. Je n'ai rien dit, non pas par jugement, mais parce que je comprenais ce sentiment, ce besoin désespéré de s'accrocher à quelque chose parce qu'on n'est pas prêt à croire que c'est vraiment brisé. Je pensais que c'était une phase, une erreur, a-t-il poursuivi. Elle avait des difficultés au travail et disait qu'Eric était le seul à l'aider. J'ai esquissé un sourire amer. C'est ce qu'elle m'a dit de toi. Graham m'a regardé. Cette fois, son regard n'était pas sceptique. Il exprimait autre chose. De la reconnaissance. Une sorte de solidarité discrète qui ne vient que de ceux qui ont vécu la même trahison. Nous n'avons plus reparlé jusqu'à la fin de la séance. En partant, je lui ai tendu une feuille de papier, une copie des virements de mon compte joint vers la société écran derrière laquelle Eric et Méline se cachaient. Sa main tremblait légèrement en la prenant. Je n'en savais rien. Moi non plus jusqu'à il y a 2 semaines. Son regard s'attardait sur moi comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Aurais-tu le temps de prendre un verre ? Je l'ai fait. Nous nous sommes assis dans un bar en face, un endroit où je rencontrais d'anciens étudiants pour des consultations de bourse. Méline a l'air douée pour la planification, ai-je dit après avoir commandé un verre de chardonnay. Graham a laissé échapper un rire sec. Elle était la validatrice de son lycée, qualifiée de personne à haut potentiel de leadership, mais personne ne disait jamais quelle direction prendrait ce leadership. Graham n'était pas aussi voyant qu'Eric. Il était calme, posé, un peu réservé. Mais dans sa façon de parler de sa douleur, j'ai perçu quelque chose qu'Eric ne m'avait jamais montré, l'honnêteté. Il m'a dit que Méline avait demandé le divorce, invoquant un détachement émotionnel et privilégiant l'hôpital au mariage. C'était écrit froidement, précisément, et il était accompagné d'un avocat. Avant, je pensais que c'était moi qui étais en faute, a-t-il dit, les yeux rivés sur la table. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai placé le dossier complet près de mon verre de vin et je l'ai glissé vers lui. Voici l'intégralité des documents, transferts, titres de propriété, photos. Il ne les a pas pris tout de suite, il les a juste regardés comme s'il n'était pas sûr de vouloir savoir. Puis il a hoché la tête et les a glissés dans son sac. Merci. Appelez-moi Nora. Un bref silence, puis un léger sourire. Ram. Je ne savais pas où cette nuit allait mener, mais je savais ceci. Parfois, entre 2 personnes trahies, un simple hochement de tête suffit à reconstruire la confiance que quelqu'un d'autre a tant cherché à détruire. J'ai choisi Bellamy & Finch,
un restaurant situé au 3e étage d'un immeuble historique de Back Bay, où la douce musique du piano se mêlait. Toujours au parfum du chêne et à la douce lumière des bougies. Eric l'a un jour qualifié d'endroit pour ceux qui gagnent gros. Il m'a raconté qu'après avoir décroché un contrat de plusieurs millions de dollars avec Manhattan Capital, le même fonds qu'il utilisait désormais comme façade pour détourner des fonds de nos comptes communs, j'ai réservé une table à côté de la salle privée où Eric avait discrètement réservé 3 semaines plus tôt, selon les données extraites du système interne par Malcolm. Ma table était séparée par une cloison en bois orné, suffisamment élégante pour être polie, mais suffisamment fine pour entendre le moindre murmure de l'autre côté. Je portais une simple robe noire à col en V, rien de tape à accent grave-l'œil, et les mêmes boucles d'oreilles en perles qu'Eric m'avait offertes pour nos 10 ans de mariage, devenu un accessoire de scène. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai vérifié la mise en place et j'ai envoyé un dernier signal aux 2 invités. Graham et Monsieur Douglas Vance, principal investisseur d'Eric dans le projet Terraphase. Douglas, la soixantaine, était un homme posé qui avait assisté un jour à un séminaire où j'étais conseiller. À l'époque, il m'avait demandé mon avis sur le modèle économique d'Eric, hésitant à investir dans un homme plus ambitieux que compétent. J'avais répondu avec toute la loyauté que j'avais alors. Il ne décevra personne. Ce soir, j'allais corriger cela. Douglas entra par l'entrée de service comme prévu. Malcolm, muni d'une oreillette discrète, s'assura que le timing et le placement étaient parfaits. Graham arriva quelques minutes après moi, proprement vêtu, calme. Son regard était fixe. Aucun doute, aucune douleur, juste la froide clarté d'un homme qui avait vu la vérité à sa racine. De l'autre côté de la cloison, j'entendis Eric rire. Sa voix avait ce ton rauque qu'il prenait après quelques verres. Puis la voix douce et mielleuse de Méline. Je t'ai dit que personne ne te contrôle à part moi. Je posai mon verre de vin et regardai Graham. Il hocha la tête. Tout était prêt. À 20h12 précise, la porte vitrée derrière moi s'ouvrit. Douglas entra, calme comme quelqu'un qui cherchait simplement sa table. Puis il s'arrêta pile devant la mienne. « Madame Bennett, dit-il d'une voix basse mais ferme. Il faut qu'on parle. » Franchissez la cloison. Le tintement des verres cessa. Je n'eus pas besoin de regarder. Je savais qu'Eric était devenu pâle. « Bien sûr, monsieur Vance, répondis-je en me levant pour lui serrer la main. Vous êtes le bienvenu. » Douglas s'assit. Le serveur passa, jeta un coup d'œil subtil, puis reconnut une table différente. Je fis un signe de tête au gérant, et aussitôt de nouveaux menus furent placés devant nous. Derrière la cloison, la voix d'Eric s'éleva, empreinte de suspicion. « Méline, vous sentez-vous bizarre ?» Pas de réponse, juste quelques secondes de silence. Puis le bruit d'une chaise qui glissait. Méline se leva, se dirigeant probablement vers les toilettes. Mais avant qu'elle puisse faire un pas, Graham se leva et s'avança, bloquant les 3 passages entre les tables. Il tenait une enveloppe marron. Il ne dit pas un mot. Il le posa simplement sur la table d'Eric et Méline, l'ouvrit et laissa les documents s'éparpiller. Des relevés de virements bancaires, des images de caméras d'appartements à Soho, et le plus accablant, un message imprimé entre Méline et sa meilleure amie, où elle écrivait « Dès que cet idiot de Graham aura signé le divorce pour rupture affective, je laisserai tomber l'avocat aussi. La moitié des biens plus l'appartement, c'est tout ce dont j'ai besoin pour repartir à zéro. » Les femmes intelligentes ne choisissent pas l'amour, elles choisissent le conseil d'administration. Eric s'empara du papier, le lut rapidement, puis sembla incapable de se lever. Ses mains tremblaient, les lèvres serrées. Méline, les yeux écarquillés, le visage pâle comme du papier, comme si tout son sang avait disparu en un instant. Douglas se leva et sortit son téléphone de la poche de sa veste. « Je crois que notre conversation est terminée, Eric. Je n'investis pas dans des hommes qui utilisent l'argent de leurs femmes pour financer leur maîtresse. » Eric se leva d'un bond. « Non, monsieur Vance. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas. » Douglas secoua la tête. « Vous le saviez. Vous ne pensiez simplement pas vous faire prendre. Et Nora, tu ne me dois pas d'explication. Dis-moi juste. Où dois-je placer mes prochains investissements ?» Je le regardais, incapable de dissimuler un mélange amer de gratitude et de déception. « Je vais te présenter à une autre équipe. Ils font du vrai travail et ne se servent pas du mariage comme d'une couverture. » Ray se tourna vers Méline. « Je te trouvais immature, impulsif, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses calculer aussi loin. »
Méline le regarda, les mains tremblantes comme si elle était prise au dépourvu. Graham, ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis juste senti piégé. Personne n'est piégé en comptant chaque dollar qu'il retire du compte de quelqu'un d'autre, répondit-il. À cet instant, Eric se tourna vers moi. Nora, tu as fait ça. Tu as mis tout ça en scène juste pour m'humilier devant tout le monde. Je posai calmement mon verre sur la table. Non, j'ai fait ça pour en finir. Pour mettre fin aux années passées aux côtés de celui que je croyais être mon mari, alors qu'en réalité ce n'était qu'un avocat avec un certificat de mariage. La musique du piano continuait de résonner comme si le restaurant était habitué à entendre la vérité. Et nous étions assis là, à une table pour 4. 2 traîtres et 2 trahis. Mais le pouvoir ne leur appartenait plus. Méline fut la première à quitter la table ce soir-là. Elle ne dit rien, ne regarda personne. Elle se leva, attrapa un sac à main bien trop petit pour dissimuler une quelconque excuse et sortit du restaurant. Pas d'adieu pour Eric. Pas de dernier regard pour Graham. Une ombre s'estompant dans le couloir de marbre. Comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Mais les conséquences étaient bien réelles. Moins de 24 heures plus tard, je recevais un email de confirmation du bureau de Douglas Vance. Manhattan Capital avait officiellement retiré tout financement du projet TerraPhase, invoquant des violations des normes éthiques et des conflits d'intérêts en matière de gouvernance financière. Je savais ce que cela signifiait. Toute la structure financière qu'Eric avait passé les 3 dernières années à bâtir allait commencer à s'effondrer. Non pas à cause d'une révélation, ni à cause d'un verdict de justice, mais à cause d'un retrait opportun. 2 jours plus tard, Eric s'est présenté à ma porte. Je n'ai pas été surprise. Il avait appelé des dizaines de fois, envoyé des SMS, et même un email de 3 pages intitulé « Il faut qu'on se parle comme des adultes ». Je n'avais pas répondu, mais je savais qu'il viendrait. Il portait une chemise froissée, sans cravate, le visage trempé de sueur, malgré la douceur du temps. J'ai ouvert la porte et me suis planté dans l'encadrement. Puis-je entrer, demanda-t-il à voix basse. Seulement si tu réponds honnêtement à une question, ai-je répondu. As-tu déjà prévu de me dire la vérité, ne serait-ce qu'une seule fois? Un instant. Puis il a baissé la tête. Non. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres, juste assez pour qu'il puisse entrer. Mais je ne l'ai pas invité à s'asseoir. À quoi fais-tu face en ce moment, demandai-je simplement. Eric soupira, remonta ses manches et passa devant le salon, s'arrêtant près de la fenêtre comme s'il avait besoin de s'appuyer. Bagla ne s'est pas contenté de retirer son investissement. Il a prévenu d'autres partenaires. 2 fonds plus petits ont gelé leur compte joint chez TerraPhase. Ils exigent un audit complet de chaque contrat. Parce que tu es l'unique signataire de toute la structure de transfert. Pendant ce temps, moi qui pensais être exploité, je suis légalement considéré comme une donatrice passive. Tu avais prévu ça aussi? Pas prévu. C'est écrit dans la loi. Je l'ai juste lu attentivement. Il s'est approché, comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux, mais tout ce qui me restait pour lui était une clarté qu'il n'avait jamais appris à affronter. Nora, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je pensais juste que Méline me comprenait. Tu avais toujours raison, toujours froide, toujours maîtresse de toi. J'ai ri doucement et c'est pour ça que tu m'as trompé. Non, dit-il rapidement. Non, je veux dire que Méline me donnait l'impression d'être utile. Elle me donnait l'impression d'avoir un pouvoir, d'avoir de l'espace. Et j'étais. Quoi? L'espace? Le mur sur ton chemin? Eric, dis-je lentement. Personne ne peut t'éloigner si tu ne t'es pas déjà éloigné de moi. Je ne l'ai pas dit avec colère. J'énonçais une vérité. Une vérité qu'il m'avait fallu des années de mensonges pour enfin comprendre. Il s'est effondré sur le canapé, complètement effondré, comme si, pour la première fois, il avait perdu le rôle qu'il avait joué si longtemps. Le mari qui avait réussi, l'homme qui avait tout. Elle m'a quitté. Elle ne répond pas. Ne décroche pas. Je pensais qu'elle resterait. J'ai croisé son regard. Et à ma propre surprise, la colère avait disparu. J'ai ressenti de la pitié, non pas pour notre mariage, mais pour un homme qui avait détruit tout ce qu'il représentait, poursuivant une illusion. Qu'est-ce que tu comptes faire, a-t-il demandé, les yeux rouges. Légalement, je vais demander un divorce à l'amiable avec des conditions claires.
Je garde tous mes biens propres. Tout ce que tu as déjà transféré, mon avocat s'en chargera. Il ne me reste plus rien, Nora. Ce n'était pas mon problème. Il semblait sur le point de dire autre chose, mais s'est arrêté. Je me suis approché de la table et lui ai tendu une enveloppe que j'avais préparée à l'avance. Voici les déclarations que mon avocat a compilées, ainsi qu'un résumé des modalités de partage des biens. Je te suggère de signer avant que cela ne prenne de l'ampleur. Sinon, je laisse l'affaire aller au tribunal. Tu finirais vraiment comme ça. Je ne mets fin à rien de ce que tu as déjà fait. Je mets juste un point à la fin de la phrase. Il n'a rien dit de plus. Il a pris l'enveloppe, s'est levé et est parti, les épaules affaissées comme s'il portait les décombres de ses propres choix. J'ai signé un accord de divorce avec un stylo plume noir qu'Eric m'avait offert un jour pour notre 8e anniversaire. Un cadeau gravé à mon nom et à mon encre pour toujours. J'ai gardé le stylo, mais je l'ai rangé dans un tiroir à part, non par sentimentalisme, mais parce que je voulais me rappeler que même les plus belles promesses ne peuvent être que du vernis sur quelque chose de déjà brisé. La décision du tribunal était claire. Je conservais la pleine propriété de toutes les parts prénuptiales, y compris les investissements dûment réinvestis sous titre légal. Tous les biens détenus en commun. La maison dans le Vermont, 2 comptes d'épargne retraite, ont été divisés conformément aux directives légales, mais Eric a été condamné à rembourser la somme qu'il avait retirée du fonds commun sans consentement légal. Il n'y a eu ni disputes interminables, ni jeu de reproches publics. J'ai décliné toutes les demandes d'interview des médias, même celle d'une journaliste que j'admirais profondément, qui avait écrit un article sur les femmes universitaires confrontées à la manipulation financière. Vous devriez partager votre histoire. Cela pourrait aider beaucoup de gens, dit-elle. J'ai compris, mais j'ai refusé. Je n'ai plus répondu au courriel des journalistes. Je n'ai rien publié d'énigmatique sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cité de nom. J'arrivais toujours à l'heure sur le campus, je donnais toujours des cours d'une voix posée, je déjeunais toujours avec l'ancien groupe de professeurs de lettres. Un mercredi après-midi, alors que je rangeais la bibliothèque du bureau, j'ai entendu frapper. C'était Graham. Il portait une chemise bleu pâle, 2 tasses de café à la main, et en posait une sur mon bureau comme s'il le faisait chaque semaine depuis des années. Le tribunal a envoyé la confirmation, a-t-il dit. Le divorce est prononcé. Pas d'indemnisation ? Ai-je demandé. Il a esquissé un sourire mi-triste, mi-soulagé. Aucune. Grâce à la clause éthique du contrat de mariage que mon père avait insisté. Je pensais que c'était injuste à l'époque. Maintenant, je suis content qu'elle ait existé. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il ressentait. Je savais que, tout comme moi, il avait vécu le chagrin silencieux de perdre quelqu'un en qui il avait autrefois confiance, quelqu'un qu'il considérait autrefois comme sa famille, et la version de il était lui-même autrefois en leur présence. Nous étions assis dans le bureau, tandis que les premières lumières de l'automne filetaient par la fenêtre, dessinant de douces lignes sur les dossiers des étudiants et le programme des cours du semestre. La vie semblait paisible, mais sous ce calme se cachaient 2 personnes qui réapprenaient à faire confiance. Pas aux autres, mais à elles-mêmes. C'est comme un nouveau départ, dit Graham à voix basse. Mais pas le genre où l'on perd tout. Plutôt comme si on était plus sélectif maintenant, comme si l'on vidait une vieille bibliothèque, ne gardant que les livres que l'on avait réellement relus. Dans son regard, il n'y avait pas de scénario, seulement une douceur que le langage n'avait jamais vraiment saisie. Nous ne nous sommes pas précipités pour nommer ce qui nous séparait, pas d'étiquette, pas de frontières. Mais lors de ces réunions silencieuses, parfois dans un petit café près de son hôpital, parfois au symposium d'automne où je l'avais invité à prendre la parole, je sentais clairement que c'était entre Graham et moi. Il n'y avait plus rien à prouver. Nous avions été trompés, mais nous n'avions pas laissé la blessure nous définir. Une semaine plus tard, je recevais une enveloppe du secrétariat de l'université. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit du directeur du département, celui qui avait une fois pris du côté d'Eric lors de panneaux de financement académique. La lettre a été brève. Bennett, je pensais une fois que le silence était une forme de reddition. Maintenant, je comprends que cela peut aussi être la forme de force la plus élevée. Respectueusement, j'ai plié la lettre et l'ai placée dans mon tiroir de bureau à côté de l'ancien stylo à la fontaine. Je n'avais pas besoin d'éloges. J'avais juste besoin de savoir que je n'avais pas perdu la partie la plus gentille de moi-même. Malgré la trahison, malgré le fait que je me soyais une fois au bord de l'effondrement, dans un monde bruyant, j'ai choisi le silence comme mon arme.
Et je ne m'étais jamais senti plus certain de qui j'étais. J'ai commencé chaque matin en arrosant les plantes. C'était une habitude que ma mère a gardée jusqu'au jour de son décès. Pas pour faire grandir les plantes, elle disait, mais pour vous rappeler chaque jour que vous vous occupez de quelque chose au-delà de vous-même. Cet automne, j'ai loué un petit appartement surplombant Charlegate Park. Ce n'était pas grand, mais il avait la lumière du soleil et le calme. J'ai apporté quelques vieilles choses avec moi. Le fauteuil où je lisais tous les soirs, une peinture encadrée en bois usé que ma mère avait accrochée dans notre salon et un japonais vintage teapot Graham avait trouvé dans une boutique d'antiquités du Maine et m'a offert sans raison particulière. À ce moment-là, Graham avait commencé à enseigner un cours appelé Community and Health Recovery à l'université où je travaillais. Au début, c'était un rôle à temps partiel, pour remplacer un professeur à la retraite. Ensuite, l'école de santé publique l'a invité à enseigner à plein temps. Je ne suis pas retourné dans une salle de classe, a-t-il dit en fin d'après-midi pendant que nous nous promenions dans Jamaica Pont. Mais debout devant les étudiants m'a rappelé ce à quoi je croyais. Je n'ai pas demandé ce que c'était. Et moi aussi, je commençais à se souvenir de ce que je croyais autrefois. Les connaissances ne sont pas seulement pour la richesse, mais pour aider les gens à échapper aux pièges déguisés en civilité. La fondation de Juin Bennett, un fonds de bourse, dédié aux étudiants qui avaient subi une manipulation émotionnelle ou un préjudice financier pendant leur expérience académique. Les collègues, quelques étudiants et les amis qui étaient restés avec moi à travers tout. Calme, pas éblouissant, mais assez stable pour me faire sentir en sécurité. Je n'ai pas mentionné mon ex-mari. Je n'ai pas mentionné Méline. Je n'ai parlé que de ma mère, une femme qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'université, mais a toujours cru que sa fille devrait avoir un esprit qui s'est analysé avant qu'il ne sache. L'événement a clôturé avec une invitation silencieuse. Si vous apprenez à sortir de l'endroit où vous êtes tombé, cet espace est pour vous. Chaque semaine après cela, j'ai reçu des dizaines de lettres manuscrites. Certains n'étaient que quelques lignes tremblantes, certaines ont étiré 2 ou 3 pages. Les mots maladroits, inégaux, mais tous sincères déchirants. Une fille a écrit que son ex-petite amie a contracté un prêt étudiant en son nom et a disparu. Une autre a dit que son conseiller avait exploité sa confiance. Quelqu'un d'autre a écrit, « Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. J'ai juste besoin de savoir que quelqu'un pense que ce n'était pas de ma faute. » J'ai imprimé chaque lettre, je les ai placées dans une boîte en bois et je les verrouillais avec un verrou de laiton, pas pour les cacher, mais pour les protéger. Chaque vendredi après-midi, je suis passé devant le bureau de Graham. Sa lumière de la classe est toujours restée avant de piétiner les formulaires de son classement. Interesting. Then we Alik, he said. I'm strict, too. We both looked. The space between us didn't need much explanation. We had passed the stage of needing to explain who we were. Each weekend, we took turn cooking. Sometimes Graham brooked over leaf salmon from his mother's recipe. Sometimes he made the Italian soup my mother had taught me. He replaced the kitchen light, fixed the jammed balcony door. He helped him choose a new paint color for his living room, un gris doux au lieu de la méline beige usée une fois cueillie. Frames. Je me tenais derrière lui, le regardant tranquillement travailler. Nous étions autrefois 2 personnes debout en ruine, pensant que personne n'attendrait jamais assez longtemps pour que nous récupérions. Et parfois, une personne qui marche avec vous à travers le parc au crépuscule, portant silencieusement 2 tasses de café noir, et tout ce qu'il faut pour savoir que vous avez commencé par la bonne voie. Il y avait eu de nombreuses étapes dans ma vie. Chacun marquant une version différente de moi. Des séminaires de finance, des ateliers diplômés, même des réunions d'investisseurs privés où j'ai été invité en tant que Madame Bennett, l'épouse de l'avocat. À l'époque, je pensais que mon nom n'avait jamais été mentionné que comme une note de bas de page polie. Mais cet après-midi-là dans l'auditorium de l'université où j'avais enseigné pendant près de 15 ans, je ne me tenais là pour personne d'autre. J'avais été invité en tant que Nora June Bennett, conférencier d'honneur lors de la cérémonie annuelle de remise des diplômes, fondatrice de la Fondation June Bennett et membre du corps professoral. Les étudiants avaient voté année après année comme le plus inspirant. Le thème du discours de ce jour était « La vraie valeur n'a jamais peur de la lumière ». Je suis monté sur scène dans une robe bleue profond et un universitaire volé avec l'emblème d'argent du département des finances. Pour ne rien couvrir, mais pour entrer complètement dans la lumière. Devant moi se trouvaient des centaines d'étudiants diplômés, leurs visages brillants, impatients et anxieux, tout comme le mien il y a des années. Derrière moi,
le conseil d'administration de l'université, les collègues et quelques invités distingués. J'avais préparé ce discours pendant 2 semaines, mais debout là, je n'ai pas lu de la page. J'ai simplement regardé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler de la même voix que j'utilise lors de l'enseignement, lent, stable et sans embellissement. J'avais l'habitude de penser que ma valeur venait de la façon dont j'étais intelligent, de la capacité que je pouvais être capable et à quel point je pouvais endurer en silence. J'avais l'habitude de croire que si j'étais assez gentil, les choses s'efforceraient en quelque sorte. Je m'arrêtais, laissant mon regard se déplacer sur les jeunes visages. Mais j'ai appris que certaines personnes utiliseront cette gentillesse exacte pour vous faire croire. Vous n'avez pas le droit de remettre en question, le droit d'être en colère ou le droit de partir. Mais je veux dire cela à vous tous, ceux qui sont sur le point de pénétrer dans le monde avec des diplômes, ambitions et blessures que vous n'avez pas encore nommées. Laissez votre valeur prendre de la place. Laissez la vérité entrer dans chaque pièce avec vous. Tenez-vous à vous-même même lorsque quelqu'un vous demande de l'échanger contre l'amour, le pouvoir ou la paix. Les applaudissements n'étaient pas tonitruants, mais cela a duré assez longtemps pour que je sache que j'avais fait la bonne chose. Je baissai la tête, puis je me tournai pour partir. Et à ce moment, j'ai vu Eric. Il était assis dans la rangée arrière dans la section réservée aux invités non répertoriés. Personne ne m'avait dit qu'il serait là. Son visage ne tenait aucune demande, aucune colère, juste un signe de tête, calme et trop tard. De quelqu'un qui s'était tenu à côté de moi pendant des années, mais qui ne m'a jamais vraiment vu. Je n'ai pas hoché la tête. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la zone des coulisses où Graham se penchait avec désinvolture contre le cadre de la porte, une caméra suspendue à son cou. « Avez-vous eu le coup ?» ai-je demandé, à moitié taquine. Il sourit doucement. « Pour ne pas enregistrer en mémoire. Juste pour capturer un moment que vous pourriez oublier un jour, mais je ne le ferai pas. » Je suis allé et je me suis tenu à côté de lui pendant un long moment. Au milieu du bruit à l'extérieur, les étudiants applaudissant et prenant des photos de diplôme, je me sentais la paix. Pas parce qu'Eric était parti, pas parce que Graham était là, mais parce que je suis revenu à moi-même, entier, non édité, la façon dont je suis en train de me faire un endroit. Une fois, je suis en train de déjeuner le jour où je suis nommé Dean associé. Je pense que c'est parce que les gens doivent apprendre à écouter la vérité, même lorsqu'il apparaît tard. Je l'ai regardé, en pensant à tout ce qui était venu avant. J'ai chuchoté, ne s'attendant pas à une réponse. Si vous l'avez, vous comprendrez. Parfois, la vérité ne détruit pas votre vie. Il efface le chemin afin que vous puissiez commencer à le vivre pour de vrai. Vous savez, il y a des vérités qui ont l'impression de briser votre monde entier, mais en fin de compte, ils sont la seule raison pour laquelle vous vous sentez enfin vivant. Je ne ressens plus de colère quand je pense à Eric. Et avec Méline, l'amertume a longtemps disparu. Parce que sans eux, j'aurais pu rester dans un mariage qui n'existait que sur papier, s'accrochant à un titre qui avait depuis longtemps perdu son sens. Je n'ai peut-être jamais trouvé le courage de prendre du recul, de me regarder et de demander, qui suis-je quand je ne suis plus la femme de quelqu'un? Et toi? Avez-vous déjà dû choisir entre la vérité qui blesse et le mensonge qui se sentait en sécurité? Avez-vous déjà gardé le silence, peur de perdre quelque chose, seulement pour réaliser que ce que vous teniez à vous n'avoir jamais vraiment été le vôtre? Partagez vos pensées dans les commentaires. Il ne doit pas être grand. Parfois, une ligne suffit à faire savoir à quelqu'un qui n'est pas seul. Et si vous êtes attiré par des histoires honnêtes sur la famille, la confiance, la trahison et le travail calme et difficile de reconstruire des pièces cassées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a plus d'histoires riches et réelles, qui vous attendent. Parce que parfois, ce sont les fins les plus déchirantes qui nous conduisent à la plus belle version de nos vies.